Eh bien, mesdames et messieurs, ce mois-ci, l'un des deux choix faits par les merveilleuses personnes sur Patreon était les Darwin Awards Navals. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec le concept, les Darwin Awards ont été lancés il y a peu de temps et leur concept de base est des personnes qui parviennent soit à se débarrasser de ce mortel, soit à entraver de manière permanente leur capacité à se reproduire, les éliminant ainsi du pool génétique aussi efficacement que s'ils parvenaient, en fait, à quitter ce plan d'existence. En faisant des choses incroyablement stupides. Maintenant, pour convertir cela en version navale serait un peu difficile pour deux raisons. L'une est que la plupart des personnes qui prennent les décisions vraiment stupides ont tendance à être des personnes à la maison, donc ils n'ont pas tendance à faire face à des conséquences fatales immédiates. Par exemple, vous savez, déployer la torpille Mark 14, beaucoup de marins ont perdu leur vie à cause de cela. Aucun d'eux n'était les personnes responsables de la conception de la chose. Et même quand vous êtes en mer, eh bien même alors, beaucoup de personnes qui prennent les décisions stupides ne finissent généralement pas par payer le prix pour cela. Donc plutôt que de rester avec la définition exacte d'un Darwin Award tel qu'il s'applique aux choses navales, j'ai pensé que je devrais aller avec l'esprit d'un Darwin Award naval, c'est-à-dire quelqu'un qui parvient à causer d'énormes quantités de détresse et de problèmes pour leur nation d'origine en faisant quelque chose d'absolument incroyablement stupide. Donc, sans ordre particulier, nous allons d'abord vous présenter l'amiral Won Gyun, du moins je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Maintenant, la plupart d'entre vous n'ont probablement jamais entendu parler de lui auparavant, mais vous avez entendu parler de son contemporain beaucoup plus célèbre, l'amiral Yi, qui a un nom beaucoup plus compliqué que je ne vais pas essayer de prononcer à ce stade, mais vous savez, l'amiral Yi de la marine coréenne. Maintenant, pourquoi l'amiral Yi est-il célèbre? Eh bien, il est célèbre pour avoir pris les navires tortues de la marine coréenne et réussir à mener une série d'actions contre une flotte japonaise beaucoup plus grande et à les vaincre à peu près à tous les tours, malgré le fait que nous étions horriblement en infériorité numérique. Maintenant, les Japonais, réalisant que cela constituait un frein à leur plan d'invasion de la Corée, ce qui n'était pas exactement la première ni la dernière fois qu'ils tentaient cette manœuvre particulière, ont décidé d'utiliser des agents secrets pour instiguer un complot visant à éliminer l'amiral Yi, et dans ce domaine, ils ont réussi, et ensuite les Coréens. Gouvernement a décidé qu'ils allaient mettre l'amiral Won Gyong à la tête de la marine. Peut-être que le fait qu'au début de l'invasion japonaise, l'amiral Won Gyong, avait réussi à saborder la plupart de ses navires pour qu'ils ne soient pas capturés après avoir échoué à vaincre une flotte japonaise, et puis en appelant à l'aide de l'amiral Yi pour aider à sauver ses navires restants. Donc oui, pas nécessairement le meilleur commandant naval du monde déjà, et il a ensuite passé la majeure partie de la période restante en tant que général sur Terre, où au moins il ne pouvait pas saborder ses forces, mais eh bien, il était maintenant à la tête de la marine coréenne, et certaines des rumeurs que les Japonais avaient utilisées pour tromper les Coréens en soulageant l'amiral Yi, c'est-à-dire que les Japonais allaient envahir et donc les Coréens devraient définitivement sortir et attaquer diverses îles et ainsi de suite avant que la flotte japonaise ne puisse les atteindre. Eh bien, à son crédit, l'amiral Won Gyong a effectivement compris que, vous savez, ce n'était pas vraiment quelque chose qu'il devrait faire non plus. Mais contrairement à l'amiral Yi, qui avait essentiellement creusé ses talons et refusé de poursuivre l'appât évident, l'amiral Won Young a fini par aller chercher ledit appât avec sa flotte coréenne relativement petite, est tombé sur une flotte japonaise beaucoup plus grande, comme les Japonais l'avaient prévu, et puis au lieu de faire la chose relativement intelligente de, vous savez, se retirer du piège évident, il a décidé de les engager. Cela a fait des allers-retours pendant un moment. C'était un peu indécis, mais les Japonais ont remporté la bataille dans l'ensemble, après quoi l'amiral Won Young s'est replié dans un détroit. Maintenant, se replier dans un détroit où vous pourriez contraindre le nombre de navires japonais était une tactique que l'amiral Yi avait utilisée à plusieurs reprises, avec grand succès cependant. L'amiral Yi, lui,
n'avait pas démoralisé et vous savez complètement détruit sa flotte en affrontant les Japonais en eau libre. Premièrement et deuxièmement, l'amiral Yi savait que dans n'importe quelle situation, si vous restiez là assez longtemps, l'ennemi comprendrait ce que vous faisiez, et une fois qu'ils avaient compris ce que vous faisiez, ils trouveraient une sorte de contre-mesure à vous, et donc quand il a rencontré la flotte japonaise dans des situations préparées à l'avance, avec les armes qu'il avait préparées, il les a frappées durement et rapidement, et il a gagné. Alors que l'amiral Wang Yung avait essentiellement lu la version abrégée des tactiques de l'amiral Yi, a emmené ses navires restants dans un détroit, s'est assis là et a refusé de faire quoi que ce soit, ou en effet de voir qui que ce soit. Il s'est simplement retiré dans sa cabine et a attendu que les Japonais se montrent. La flotte japonaise s'est dûment présentée, a pensé « c'est intéressant, je me demande si nous avons du temps pour faire de la reconnaissance », a découvert qu'ils avaient tout le temps du monde, a fait beaucoup de reconnaissance, a débarqué des troupes, a tout planifié à la perfection, puis a balayé et détruit pratiquement l'ensemble de la flotte coréenne. Dans un rare cas de véritable Darwin Award naval, l'amiral Longyong a atteint la côte, mais a ensuite décidé d'attendre que les Japonais le tuent, ce qu'ils ont fait. Cette bataille a été en grande partie l'un des principaux catalyseurs de la légende de l'amiral Yi, non pas qu'il n'était pas déjà légendaire jusqu'à ce point, mais qu'il a ensuite dû être rappelé, vous savez, comme le seul amiral décent restant que les Coréens pouvaient penser, et il a dû recommencer. Pas même à nouveau par rapport à là où il avait commencé avant, il a dû recommencer essentiellement à partir de zéro, mais a quand même réussi à battre la flotte japonaise. Donc l'amiral Yi est devenu beaucoup plus célèbre, mais grâce en grande partie à l'incompétence de l'amiral Won-gung. Ensuite, nous vous présentons l'amiral Plumridge de la guerre de Crimée, et comme le nom pourrait le suggérer, il faisait partie de la Royal Navy. Maintenant, pour situer le contexte au début de la guerre de Crimée, le gouvernement a écrit à l'amirauté comme suit. C'est le désir anxieux de Sa Majesté que les intérêts de l'humanité soient pris en compte dans la guerre dans laquelle la Grande-Bretagne est maintenant entrée dans la mesure la plus large que ses opérations le permettront, et je suis chargé de demander à vos seigneuries de donner des ordres positifs à Sir Charles Napier de respecter la propriété privée partout où elle peut être épargnée sans sacrifier les objectifs de la guerre, et en aucun cas d'attaquer des lieux sans défense et des villes ouvertes. D'une manière ou d'une autre, ce message ne semble pas avoir été transmis à l'amiral de division James Hanway Plumridge, qui avait été mis à la tête d'une escadre de navires à vapeur et qui avait reçu l'ordre de reconnaître les îles Arland et de bloquer la zone dans ce voisinage. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec la géographie de l'Europe du Nord, vous réaliserez que les îles Arland font maintenant partie de la Finlande et en effet, à l'époque, elles faisaient également partie de la Finlande. C'est juste qu'à l'époque, la Finlande n'était pas un pays indépendant. Ils étaient le Grand-Duché de Finlande et étaient évidemment liés à la Russie qui les avait pris en charge un peu plus tôt. Néanmoins, dire que les Finlandais n'étaient pas exactement les plus grands fans des Russes serait un euphémisme, et donc il est quelque peu surprenant pour ceux qui ont, vous savez, une certaine forme de sang-froid, que Plumridge ait décidé que le meilleur moyen de, vous savez, gérer la situation était de lancer une série d'attaques presque à la manière des Vikings sur divers ports et établissements finlandais. S'il voyait un navire en mer, alors il le saisissait, indépendamment du fait que la plupart des navires étaient des navires privés appartenant aux agriculteurs et commerçants locaux, et non des navires commerciaux ou de guerre russes, et il a commencé à brûler des dizaines de milliers de barils de goudron et de pois, brûlant également d'énormes stocks de bois d'œuvre, de mâts, de vergues, de planches, de voiles, de cordes, et d'autres formes de magasins navals. Maintenant, vous pourriez penser, eh bien, sûrement qu'ils privent la marine russe de beaucoup d'équipements précieux, donc sûrement c'est bien. Non, vous voyez, comme je l'ai dit, les Finlandais n'étaient pas les plus grands fans des Russes, et tandis que la Russie et la Grande-Bretagne étaient en guerre, et comme je l'ai dit, la Finlande faisait techniquement partie de la Russie. Pratiquement tout le matériel que Plumridge a détruit était du matériel qui était destiné à la Grande-Bretagne, dans beaucoup de cas, mais il avait déjà été payé par des marchands britanniques qui l'importaient pour approvisionner la marine royale et qui étaient stockés dans des entrepôts jusqu'à ce que le brouillard et la glace se dissipent un peu mieux pour permettre le commerce.
un peu plus en sécurité. Donc ce que Plumbridge faisait réellement, c'était de tirer sur les maisons des alliés britanniques, brûler des fournitures destinées à la Marine royale, et non seulement cela, mais aussi brûler des fournitures qui avaient en grande partie déjà été payées par la Marine royale, au point qu'un certain nombre d'entreprises britanniques ont commencé à demander une indemnisation à l'amirauté parce qu'elles disaient « Eh bien, vous venez de brûler des choses qui nous appartiennent, et vous savez, nous sommes une entreprise britannique, nous ne sommes pas de l'autre côté de cette guerre. » Que diable faites-vous, sans parler du fait qu'il y a eu une augmentation tout à fait compréhensible du sentiment anti-britannique de la communauté finlandaise, autrefois largement amicale? Donc, en somme, l'amiral Plumbridge a réussi à causer une énorme perte financière en Grande-Bretagne, une énorme gêne pour le gouvernement, d'énormes pertes financières et matérielles pour l'amirauté, et a transformé ce qui était autrefois une côte vaguement neutre, sinon amicale, en une côte hostile. Ouais, pas vraiment le plus intelligent du monde, en fait. Ensuite, nous voyageons un peu plus au sud et un peu plus loin dans le temps, jusqu'en février 1940, où la première flottille de destroyers allemands, un total de 6 destroyers, part pour intercepter et détruire le transport maritime britannique du mieux qu'ils peuvent. La nuit était quelque peu brumeuse, leur offrant beaucoup de couverture visuelle, donc cela semblait être une opération assez simple. On leur avait dit qu'il y aurait une reconnaissance aérienne de la Luftwaffe pour couvrir leur départ en retour, pour s'assurer qu'ils n'étaient pas pris en embuscade quand ils s'y attendaient le moins, et on leur avait également donné un signal que les forces de bombardier seraient également prêtes. Ils n'étaient pas tout à fait sûrs de ce que cela signifiait, étant donné que c'était une opération nocturne, et bien disons simplement que les opérations de bombardement de jour des deux côtés n'avaient pas eu le plus haut niveau de précision à ce stade, donc ce qu'une frappe de bombardier nocturne ferait à des navires en mouvement, coincés dans des bancs de brouillard, était bien discutable au mieux, mais si quelque chose devait être tiré du signal, ils l'ont interprété comme signifiant qu'il y aurait un tas d'escadrons de bombardiers qui seraient heureux de tenter leur chance s'ils appelaient à l'aide, et bien sûr, ils ne pensaient pas qu'ils allaient en avoir besoin. Pendant ce temps, du côté de la Luftwaffe, ils avaient prévu une mission de frappe anti-navire depuis un certain temps, mais elle avait été retardée et cette nuit, ils ont décidé que c'était le moment de lancer notre mission. Quelque part dans les lignes de communication croisées entre la division de Göring des forces armées allemandes et les Raiders, les signaux se sont un peu mélangés et un peu perdus, de sorte que les forces de la Luftwaffe n'ont pas du tout été informées que leur Kriegsmarine était là-bas, et la Kriegsmarine, comme nous venons de le voir, n'a pas été informée que les forces de bombardiers de la Luftwaffe seraient effectivement là-bas à faire leur propre chose. Et donc, dans la soirée, à bord du destroyer Friedrich Colt, ils ont entendu un avion au-dessus de leur tête. Eh bien, c'était un peu étrange, mais vous savez, cela pourrait être un avion de reconnaissance aléatoire qui s'est un peu perdu, alors ils ont essayé de voir s'il avait des marques de la Luftwaffe, mais l'avion, malgré le fait qu'il les ait évidemment vus, n'a fait aucun effort pour s'identifier. Puis quelques destroyers ont conclu que s'il ne s'identifiait pas, il devait être hostile et ont tiré quelques coups de feu sur lui, l'avion a riposté avec l'une de ses mitrailleuses, et les deux côtés ont conclu que clairement l'autre côté était un hostile. L'avion a fait une boucle, et pendant qu'il le faisait, l'un des guetteurs d'un des destroyers a vu des symboles allemands sur le côté et a dit « Eh non, vous savez, c'est en fait l'un de nos bombardiers ». Mais tout le monde était un peu excité d'avoir été tiré dessus et pensait peut-être qu'il était celui qui avait fait l'erreur. Et bien sûr, à bord du Friedrich Colt, le commandant Fritz Berger était convaincu que, eh bien, si les bombardiers de la Luftwaffe allaient opérer dans la même zone que ces destroyers, on lui aurait sûrement dit. C'était donc probablement un avion ennemi. Cela n'a été que renforcé quelques minutes plus tard, lorsque le destroyer Leibrecht Maas a signalé que, eh bien, cet avion était de retour, sortant des nuages. Et juste au moment où elle faisait ce rapport, il y a eu quelques explosions assez bruyantes. L'avion avait largué des bombes, touchant le Leibrecht Maas parmi les navires. Le destroyer a aussitôt commencé à sombrer. Les autres destroyers allemands se sont immédiatement rapprochés de leurs collègues en difficulté et ont commencé à abaisser les bateaux pour essayer de sauver les survivants, à quel point quelqu'un sur l'un des navires a décidé qu'il pouvait entendre des sous-marins sur leur hydrophone, ce qui a provoqué une certaine panique chez tout le monde. Le destroyer Theodor Redel a immédiatement lancé des charges de profondeur, mais a oublié qu'il fallait se déplacer rapidement après les avoir lancées.
gardez à l'esprit, ils avaient ralenti pour essayer de récupérer des survivants, et donc au lieu de détruire des sous-marins notionnels, la principale réalisation des charges de profondeur a été de briser le gouvernail du Theodore Redl, le laissant ralenti et naviguant en cercle. Bien sûr, le bruit des charges de profondeur lancées, suivi d'un panache d'eau assez grand à l'arrière de Theodore Redl, a convaincu tout le monde qu'en effet, il devait y avoir des sous-marins dans la zone parce que, évidemment, le Theodore Redl avait largué des charges de profondeur sur le sous-marin et le sous-marin avait répondu avec une torpille. Donc, tout le monde a commencé à naviguer en larguant des charges de profondeur et dans les eaux, dans la confusion causée par l'obscurité, les panaches d'eau soulevés par les différentes vagues de proue ont convaincu tout le monde qu'ils repéraient des périscopes et des sillages de torpilles, alors qu'en fait, ce qu'ils voyaient n'était que les sillages de proue et de poupe d'autres destroyers qui pensaient également qu'ils pouvaient voir des sous-marins entrant. Quelqu'un a dit « Oh, j'ai repéré une tour de contrôle ». L'un des destroyers qui était un peu proche a décidé « D'accord, je vais les prôner ». Et puis, à la dernière minute, a remarqué que ce qu'ils avaient en fait repéré était la section de proue du Lebrecht Mass qui était en train de couler pendant ce temps. De retour sur Frédéric et Colt, ils étaient incroyablement confus parce qu'ils couraient dans la direction opposée du Librick Mass et semblaient avoir juste rencontré le Librick Mass, ce qui a beaucoup confus tout le monde parce que vous savez qu'ils ne sont pas si rapides à faire le tour de la planète. Il s'est avéré que cet autre destroyer en train de couler était en fait le Max Scholz qui avait été touché par quelque chose, personne ne savait quoi. À l'époque, c'était probablement une mine et était également en train de couler. Maintenant totalement convaincus qu'ils devaient être au milieu d'une meute de sous-marins britanniques, les destroyers ont tous hâté leur retour à la maison, laissant malheureusement un grand nombre de survivants dans l'eau. Et comme il s'est avéré que il n'y aurait que 60 survivants du Lebrecht Mass et personne qui a survécu du Max Schulz. Toute cette confusion et cette perte causée par un seul Heinkel 111 s'était perdue des patrouilles de la Luftwaffe et les Britanniques n'étaient nulle part en vue. En réalité, les Britanniques ignoraient tout de ce qui s'était passé jusqu'à bien plus tard. En revenant à travers la Manche vers le Royaume-Uni et en remontant le temps, nous nous rendons au voyage d'Anson. Maintenant, il deviendrait assez célèbre, évidemment. Mademoiselle Anson, le cuirassé King George V de la Seconde Guerre mondiale, a été nommé d'après lui, ainsi que les voyages d'Anson en général. Sont rappelés comme un succès assez remarquable. Bon, après tout, il a réussi à faire le tour du monde, ce qui était assez rare à cette époque. Il a réussi à survivre à cette circumnavigation qui était encore plus rare, et il est revenu avec une fortune absolue en argent après avoir capturé le galion de Manille espagnol. Tout cela est vrai, cependant, il a commencé avec 6 navires de guerre et 2 navires marchands et a terminé le voyage avec un seul navire de guerre qui avait un équipage total amalgamé de 188. Étant donné que la mission avait commencé avec presque 2000 hommes, cela aurait représenté environ un taux de perte de 90%, si ce n'était pour le fait qu'environ 300 autres avaient survécu sur 3 navires qui avaient fait demi-tour beaucoup plus tôt dans le voyage. Maintenant, la chose drôle est que la vaste majorité de ces pertes n'étaient pas dues à l'action ennemie ou même au temps. Ils étaient purement dus à la compétence de l'amirauté à l'époque. Ils avaient eu du mal à trouver suffisamment d'hommes pour armer l'escadron d'Anson en premier lieu, et lorsque leurs premiers efforts d'équipage avaient échoué, ils avaient décidé que le complément marin serait composé de 500 hommes, et cela serait fourni par les pensionnaires de Chelsea. Et si l'indice n'était pas déjà dans le nom, oui, les pensionnaires de Chelsea, les habitants de l'hôpital de Chelsea à Londres qui existait à l'époque, étaient un groupe d'anciens marins et autres marins âgés qui avaient fini là parce qu'ils avaient été invalidés hors du service si gravement qu'on ne pouvait raisonnablement pas s'attendre à ce qu'ils se soutiennent eux-mêmes dans la vie quotidienne à Londres des 1700. Une fois qu'ils ont découvert ce qui se passait, gardant à l'esprit qu'on demandait à ce groupe de pensionnés âgés et estropiés de marcher de Londres à Portsmouth, toute personne qui avait une quelconque forme de mobilité a vraiment décidé de déserter. Donc, seulement environ 250 des 500 originaux sont réellement arrivés. Le niveau de corruption dans le département d'approvisionnement de l'amirauté était si mauvais que fondamentalement toute la nourriture qui avait été fournie à l'escadron était pourrie au moment où ils sont arrivés dans l'Atlantique Sud.
Et ainsi, comme vous pouvez vous y attendre, le scorbut a eu lieu à bord des navires en quantité massive et bien sûr, avec l'affaiblissement du système immunitaire de tout le monde par le scorbut, toutes sortes d'autres maladies horribles ont commencé à se déclarer également. En fait, tout le voyage se lit comme si pratiquement tout le monde était tombé malade. Il restait à bord environ une douzaine d'hommes qui pouvaient réellement naviguer sur le navire et nous allions probablement tous mourir. Jusqu'à ce que nous réussissions à trouver un endroit où nous pouvions heureusement débarquer, manger des fruits et des légumes et d'autres aliments frais qui, vous savez, n'étaient pas horriblement pourris et moisis, ce qui a mystérieusement et magiquement guéri la plupart des gens, sauf ceux qui étaient trop avancés. Et puis nous avons fait le plein et nous sommes partis, et puis la même chose s'est produite encore et encore et encore, alors que les navires et les hommes commençaient à mourir. Oh, et en plus, juste au cas où le scorbut se déclarait, l'amirauté avait été persuadée d'équiper les navires d'un remède de dernière minute proposé par un certain Dr. Ward sous forme de pilule qui était censé prévenir les pires effets du scorbut, mais qui semble avoir été un croisement entre un poison et un diurétique, ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, a empiré les choses. Donc, essentiellement, le principal point fort du voyage de Manson était le miracle que quelqu'un ait pu revenir du tout, considérant que l'amirauté avait fait tout son possible pour saboter activement le voyage dès le moment de son départ. Maintenant, le suivant est un peu controversé car il existe plusieurs versions de ce qui s'est exactement passé et pourquoi. Alors, présentons notre personnage principal, Jean de Comte d'Estrier, qui est Jean le Comte d'Estrier, où que cela se trouve. Quoi qu'il en soit, c'est un Français, si le nom ne l'avait pas trahi. Et jusqu'à présent, il était en fait un commandant naval relativement réussi, en partie parce que, eh bien, en tant qu'aristocrate de rang assez élevé, il a réussi à obtenir pas mal de missions de choix. Il avait des protecteurs assez puissants à la cour française, mais malgré tout cela, comme je l'ai dit, il semblait se débrouiller relativement bien pendant la guerre franco-néerlandaise. Il a réussi à combattre soit en tant que partie de, soit en charge de plusieurs flottes françaises qui se sont relativement bien débrouillées, et il a également réussi à capturer 3 îles néerlandaises et à détruire une flotte néerlandaise dans les Caraïbes. Puis nous arrivons à l'événement principal, l'attaque sur Curaçao. Malheureusement, cela s'est avéré être quelque chose d'un pétard mouillé selon de Estre lui-même lorsqu'il a soumis son rapport qui, de manière choquante, l'a complètement exonéré. Les pilotes qu'il a engagés pour sa flotte étaient complètement incompétents, incapables de s'accorder sur leur position, et donc la flotte n'avait aucune idée de où ils étaient, et encore selon lui, il a envoyé 3 corsaires devant sa flotte au cas où les pilotes développeraient magiquement une incapacité à diriger les navires, mais les corsaires, étant des navires à faible tirant d'eau que les navires de guerre à part entière, avait franchi un récif sans le remarquer et ensuite le reste de la flotte s'est échoué dessus. Le capitaine du navire amiral de Destrier, le Terrible, avait cependant une version des événements quelque peu différente à raconter. Selon lui, Destrier n'a prêté aucune attention à ses subordonnés et se considérait comme un navigateur, rejetant les pilotes comme incompétents et ne sachant pas ce qu'ils faisaient, ce qui est l'une des très rares choses sur lesquelles le comte de Destrier et celui de son capitaine sont effectivement d'accord. Mais apparemment, encore selon le rapport du capitaine, il a décidé que la meilleure façon d'approcher Curaçao et de naviguer en général était de suivre une latitude et d'utiliser son propre estime pour déterminer à quelle distance le long de cette latitude ils étaient allés. Et quand ils étaient allés assez loin selon lui, il tournerait simplement la flotte vers le sud et espérons arriver à Curaçao. En théorie, si vous voyagez sur de courtes distances avec des côtes en vue, c'est une façon parfaitement logique de faire les choses, bien que quelque peu dépassée, et pourrait, si c'est vrai, expliquer pourquoi il n'avait eu aucun problème à combattre dans la Manche ou en mer du Nord. Dans ce cas, cependant, la flotte a tourné et s'est précipitée tête baissée dans un récif massif qui a englouti 12 navires de guerre français, toute la flotte avec laquelle il était sorti, y compris 7 navires de ligne entiers, et tout ce qu'ils pouvaient faire était d'espérer que les corsaires qui étaient avec eux pouvaient évacuer une partie des équipages en toute sécurité.
Maintenant, le rapport du capitaine a mentionné qu'un des corsaires a tiré un coup de feu de signalisation, disant essentiellement « Attention, il y a un récif devant », mais selon lui, Destrier n'a pratiquement pas prêté attention à cela non plus. Il y avait une note de bas de page plutôt intéressante à tout cela, c'est qu'une autre flotte française, envoyée avec des navigateurs un peu meilleurs, a réussi à récupérer pas mal de canons et de projectiles des navires naufragés, puisqu'ils étaient coincés sur des récifs, et donc ce n'était pas exactement une plongée profonde pour aller récupérer tout l'équipement. Mais si la version du capitaine est vraie, alors Destrier le navigateur pourrait facilement remporter un prix Darwin naval. Si vous pensez que Destrier avait un compte, alors il n'était pas impliqué. Eh bien, je suppose que vous devez prendre votre propre décision. Nous avons déjà longuement parlé de la torpille Mark 14, il y a une vidéo entière à ce sujet, et elle est largement référencée dans un certain nombre d'autres vidéos, donc nous allons parler de l'autre grand scandale de la torpille de la Seconde Guerre mondiale, qui est peut-être un peu moins connu. Eh bien, le méchant de cette pièce particulière, c'est Oskar Wehr qui était en charge du développement des torpilles allemandes. Maintenant, un autre incident dont la plupart des gens ont entendu parler est le naufrage du cuirassé Royal Oak dans le Scapa Flow. Évidemment, pour des raisons que la plupart d'entre vous connaissent, je suis très au courant de cet incident particulier, mais ce que les gens ne connaissent peut-être pas toujours en ce qui concerne cette attaque particulière, c'est que U-47 a eu de la chance de faire les frappes qu'elle a faites, non pas en termes de savoir s'il y avait un niveau de compétence significatif impliqué pour entrer dans le Scapa Flow, il y en avait certainement, mais bon. Initialement, U-47 a tiré pas mal de torpilles sur le Royal Oak et n'a rien fait. En résumé, son seul exploit a été de faire ricocher une torpille sur la chaîne d'ancre. Il a ensuite dû revenir, recharger et tirer un autre lot de torpilles sur le Royal Oak, et ce sont ces dernières qui ont finalement envoyé le navire au fond. Maintenant, pourquoi a-t-il dû tirer autant de ces torpilles pour couler un seul cuirassé qui n'avait aucune idée de sa présence et qui était effectivement complètement immobile? Ce n'était pas la première fois que les sous-marins rencontraient des problèmes avec leurs torpilles durant la première année de guerre. Moins de 2 semaines après le début de la guerre, le U-39 avait réussi à pénétrer l'écran de destroyer autour du porte-avions Her Majesty's Ship Royal Oak et avait tiré 2 torpilles à moins de 1000 yards de distance. Mais au lieu de frapper de plein fouet, les 2 torpilles ont explosé à environ 100 yards du porte-avions. Tout le monde s'est retourné et a dit « Oh, regarde, il y a une traînée de bulles qui mène directement à un point dans l'océan. Les destroyers ont immédiatement fait demi-tour, ont largué des charges de profondeur. Le U-39 l'a forcé à faire surface et a pris l'équipage en otage. » Moins d'une semaine plus tard, le U-27 a essentiellement subi la même chose lorsqu'il a tiré une série de torpilles et qu'elles ont également explosé prématurément, et tout le monde s'est rué sur cela. Puis bien sûr, vous avez eu l'attaque du U-47 à Scapa Flow, et 2 semaines après cela, le U-56 a eu une opportunité encore meilleure lorsqu'il a surpris le Her Majesty's Ship Nelson. Ils ont tiré 3 torpilles, plongées pour attendre les explosions inévitables, car, encore une fois, à bout portant, et ont été récompensés par 2 bruits sourds lorsque 2 torpilles ont en effet touché le Her Majesty's Ship Nelson et se sont simplement écrasées contre le flanc, puis ont coulé en morceaux jusqu'au fond de l'océan. Et les rapports continuaient d'affluer. 2 sous-marins ont tiré pas moins de 11 torpilles en l'espace de 2 jours. Aucune d'entre elles n'a fonctionné. Et comme couvert dans la vidéo que j'ai faite sur la bataille de Narvik, enfin les 3 batailles de Narvik, un certain nombre de sous-marins allemands ont tiré sur le Her Majesty's Ship Warspite et aucun de leurs torpilles n'a fonctionné non plus. Et puis, dans le cadre de la campagne de Norvège, le U-47 s'est retrouvé dans un fjord avec un croiseur et 3 navires de troupes, tous chargés de troupes, a chargé ses 4 tubes de torpilles avant et a tiré 4 torpilles. Rien ne s'est passé. Il est descendu, il a inspecté 4 nouvelles torpilles, les a chargées personnellement, les a toutes tirées, rien ne s'est passé, et puis quelques minutes plus tard, le côté du... Le fjord a subi un petit impact d'une torpille qui a en fait explosé. Disons simplement que personne n'était très content de cela. Et l'amiral Dönitz, qui était bien sûr en charge des divisions de sous-marins, a décidé de s'en occuper.
Et il a découvert que Oscar Vert, le chef de la division des développements de torpilles, n'avait en réalité jamais testé le fusible à percussion. Qui était équipé de torpilles allemandes, il avait été inventé en 1928 et n'avait littéralement jamais été testé depuis. Ni n'avait-il testé le fusible magnétique dans autre chose que la Baltique, et comme ceux d'entre vous qui ont vu la vidéo du Mark XIV le savent, il y avait pas mal de problèmes avec les détonateurs magnétiques de début de guerre. Sans parler du fait qu'ils ont beaucoup échoué, dans la plupart des cas, à prendre en compte le fait que le champ magnétique de la Terre varie en intensité. Donc, si vous calibrez un détonateur magnétique pour qu'il fonctionne uniquement dans les motifs magnétiques de la Baltique du Sud, et que vous commencez à les tirer dans les zones plus élevées de la mer du Nord ou les zones sud de l'océan Arctique, où l'influence du champ magnétique est considérablement plus forte, vous avez de nombreuses détonations prématurées, comme avec le Mark XIV lors des tests des torpilles, la plupart couraient environ 3 mètres plus profondément que prévu. Un problème qui a également touché les unités de surface allemandes et qui a été une sorte d'épine dans le pied des destroyers allemands lors de la seconde bataille de Narvik. Maintenant, l'envers de la médaille était que cela n'a pas pris aux Allemands autant de temps qu'il en a fallu au bureau de l'ordnance pour admettre qu'il y avait un problème et le corriger une fois qu'ils en étaient conscients. Mais néanmoins, comme cette liste courte et incomplète de toutes les différentes cibles qui ont été engagées au début de la guerre pourrait le montrer, les sous-marins allemands auraient pu avoir un nombre de victimes beaucoup plus élevé, beaucoup plus significatif qu'ils ne l'ont historiquement fait. Finalement, nous retournons à l'Antiquité, pour la merveilleuse bataille de Drapana ou Drapanum selon la source que vous lisez. Maintenant, c'était pendant l'une des plusieurs guerres puniques contre les Carthaginois menées par l'État romain. Eh bien, tout a commencé avec quelqu'un qui a décidé que Publius Claudius Pulcher, qui était l'un des 2 consuls de cette année-là, ferait un excellent chef pour la flotte romaine parce qu'il était un politicien qui avait réussi à se faire élire et avait une certaine expérience du combat sur terre. Et oui, c'était probablement la première erreur, mais on pourrait peut-être argumenter que ce n'était pas nécessairement la pire erreur. Parce qu'à ce stade, les Romains utilisaient le Corvus et ils traitaient les batailles navales comme des batailles terrestres, avec une chance supplémentaire de se noyer, donc peut-être que la petite expérience de Claudius Pulcher dans les combats terrestres pourrait avoir une certaine pertinence. Malheureusement, Claudius Pulcher semble avoir décidé que c'était littéralement une bataille terrestre, et ainsi il s'est positionné lui-même et son navire amiral à l'arrière de la flotte romaine, qui était devenue quelque peu désordonnée alors qu'elle essayait de naviguer à travers la nuit. Essentiellement pour faire ce qu'un commandant terrestre ferait, c'est-à-dire presser ceux qui étaient à la traîne, et avec la flotte romaine, quelque peu réduite de son incapacité nocturne à garder la formation, cela signifiait que les éléments les plus avancés de la flotte romaine étaient à plusieurs miles devant les plus arrières, et ne pouvaient vraiment recevoir aucun ordre de l'arrière de la flotte, considérant qu'à ce stade de l'histoire, les ordres devaient être relayés par des gens qui se criaient littéralement les uns sur les autres, puisque le système de signalisation par drapeau que nous voyons à l'âge de la voile n'avait pas encore été inventé. La flotte carthaginoise se trouvait joyeusement à Drapana et a vu les Romains arriver. Ils étaient assez près de pour la mer, mais il y avait une chance qu'ils allaient être enfermés, alors ils ont rapidement commencé à sortir en mer. Maintenant, selon certains récits, la prise traditionnelle d'augure avec des poulets sacrés a été faite et ils n'ont pas mangé, ce qui a été vu comme un signe de désastre, et Pulcher a simplement décidé qu'ils devaient être jetés par-dessus bord. Donc si vous avez déjà entendu parler d'un amiral romain qui a décidé que les poulets sacrés devaient juste être noyés parce qu'ils ne lui disaient pas ce qu'il voulait, cette bataille est l'origine de cela si ce récit est effectivement vrai. Il y a un certain désaccord sur le fait que cela se soit réellement passé ou non, mais ce qui s'est passé ensuite est certainement vrai avec Pulcher tout au fond de la flotte. Les premiers éléments de la flotte romaine qui avaient reçu l'ordre la veille de naviguer dans le port et d'attaquer les Carthaginois ont continué dans le port pour attaquer les Carthaginois. Malheureusement, le port avait une entrée assez étroite et les Carthaginois étaient tous partis, mais bon, les Romains allaient dire que les ordres sont les ordres, allons-y.
Pulcher, à ce stade, à son crédit, avait effectivement remarqué ce qui se passait et a essayé d'envoyer un navire plus rapide en avant pour dire aux éléments de tête de sa flotte de ne pas y aller. Nous avons une bataille à mener ici. Ce qui a entraîné que certains des éléments de tête de la flotte ont entendu le message et d'autres éléments n'ont pas entendu le message. Après le retard qu'a pris le navire rapide pour passer de l'arrière de la flotte à l'avant de la flotte, ce qui signifie maintenant dans les limites étroites de l'entrée du port, des navires romains tentèrent de faire demi-tour pour s'échapper dans la direction opposée. D'autres éléments poursuivaient leur entrée dans le port presque vide désormais. Et puis la partie centrale de la formation romaine, à laquelle le navire messager rapide n'a apparemment pas pris la peine de dire quoi que ce soit, a commencé à entrer. Et tout le monde a vite commencé à se crier dessus. Non, le consul dit que nous devons retourner en mer, et d'autres disaient bien que personne ne nous a dit ça. Nous retournons alors à l'intérieur au moment où les navires de tête et du centre de la flotte romaine ont commencé à entrer en collision, et à se débarrasser de leurs propres rames et à provoquer généralement un énorme embouteillage. Le moment où les Carthaginois se sont simplement assis dehors, dans l'esprit de Sun Tzu, mort environ 2 siècles plus tôt, mais pour être juste, ils n'ont probablement jamais entendu parler de lui. Ils ont décidé de ne pas interrompre l'ennemi pendant qu'il commettait une erreur et regarder les Romains s'entasser dans l'oubli. Alors que la flotte romaine commençait enfin à se réorganiser, les Carthaginois ont lancé une attaque depuis la mer, laissant les Romains dans une position un peu difficile car les navires carthaginois étaient de meilleurs navigateurs, et les Romains maintenant regroupés étaient confrontés à un dilemme. Si un navire carthaginois avait des problèmes, il pouvait simplement reculer ses rames et revenir en mer pour le soutien de ses camarades, et si un navire romain essayait de le poursuivre, alors il serait assailli par des navires carthaginois. Inversement, si un navire romain se mettait en difficulté, il ne pouvait pas faire marche arrière car cela signifierait s'écraser sur le rivage. Et avec, comme dit, les Carthaginois étant de meilleurs marins et ayant des navires quelque peu plus maniables et plus rapides, ils étaient capables de simplement éliminer des éléments de la flotte romaine qui étaient les bords de la formation romaine qui rétrécissaient progressivement. Maintenant, pour être juste envers la flotte romaine, le fait qu'ils étaient remplis de légionnaires signifiait qu'ils étaient en réalité très difficiles à gérer lors d'une action d'abordage. C'est pourquoi les Carthaginois de plus en plus nombreux étaient encore forcés de ramasser et de mob des navires à la périphérie de la formation ou de se contenter de foncer plutôt que de monter directement à bord. Mais à mesure que de plus en plus de navires romains tombaient, les chiffres commençaient à être de plus en plus défavorables aux Romains et, tôt ou tard, le moral romain s'effondrait, la flotte se disloquait et les navires restants étaient pour la plupart rattrapés et capturés. Pulcher a réussi à s'échapper avec 30 navires, mais au moins 93 navires romains ont été perdus. Et quand nous disons que 93 navires ont été perdus, cela signifie que 93 ont été capturés par les Carthaginois, plus les 30 qui se sont échappés, plus un nombre inconnu mais probablement important, qui ont réellement coulé, parce que, comme je l'ai dit, dans cette bataille, les Carthaginois ont eu recours à des tactiques d'éperonnage pour couler les navires, peut-être un peu plus que ce qui était courant pour les batailles navales de cette époque, et c'est ainsi qu'un consul romain a réussi à perdre presque toute sa flotte en pleine guerre, où les Romains gagnaient généralement plutôt décisivement beaucoup des engagements navals, et cela conclut cette petite collection de divers incidents de stupidité navale. Maintenant, bien sûr, vous pouvez demander, eh bien, il y en a sûrement beaucoup plus. Oui, l'histoire de la guerre navale est jonchée d'exemples de stupidité colossale, et certains de ceux qui ne sont pas ici ont été couverts ailleurs sur la chaîne, c'est pourquoi je ne les ai pas inclus ici. HMS Capitaine, Mark 14 Torpille, comme nous l'avons déjà mentionné, etc., etc. Donc, si vous pensez à d'autres incidents qui mériteraient d'être mentionnés, partagez-les dans les commentaires ci-dessous en expliquant pourquoi. Qu'ils ou les officiers impliqués sont particulièrement stupides. Et s'il y a d'autres pensées que vous trouvez vraiment évidentes, comme celles d'Abakir, Oag et Crécy, la raison de leur absence ici est, encore une fois, parce qu'ils méritent leur propre vidéo. Merci d'avoir écouté, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Pour tout commentaire ou suggestion de navire à examiner, laissez-nous un message ci-dessous. Commentez le post épinglé pour les questions de Carl Sech.